Donc, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Nous sommes lundi 8 mai 2023 et donc, toujours en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net qui cherche à démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, je voulais parler un petit peu de, du libéralisme, du comportement spontané, de ce que propose le libéralisme. Et pour prendre appui sur pour que mon imaginaire prenne appui, je le fais à partir d'un, d'un podcast de France Culture avec philosophie dans une série qui est intitulée Les mœurs sages ou suspectes, l'épisode 1/4, la pensée libérale confiante dans les comportements spontanés. Voilà, d'où vient ce libéralisme, il, pourquoi il pense la pourquoi il a une telle confiance dans le comportement spontané et pourquoi il voudrait, au fond, bien souvent, ces modèles, dès qu'il a la possibilité, dès qu'il n'a pas d'opposition, il prêche en quelque sorte la liberté absolue, le fait que le système s'autogérerait, on laisse la liberté à chaque individu, celui qui a de l'ambition débordante, etc. On le laisse s'affirmer, celui qui est l'entrepreneur, voilà, on lui laisse toutes les possibilités et le système de lui-même se régulerait. Alors, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, je n'y crois pas plus que le général de Gaulle y croyait quand, à un certain moment, j'ai écouté ça il n'y a pas très longtemps, sa vision justement de ce capitalisme comme ça, un peu sauvage, comme s'il, en étant bien persuadé que c'était pas qu'il y avait une grande différence entre la théorie et la vraie pratique. Et donc, il était pour un cadrage bien important de ce libéralisme. Et c'est exactement ce que je pense aussi. Et je vais essayer d'épiloguer un petit peu là-dessus. Et d'ailleurs, c'était vraiment intéressant parce que l'animatrice de cette émission, Géraldine Moulman, je pense qu'elle avait cet esprit critique justement sur cette idée spontanée dans l'émission. Je vous renvoie à l'écoute, elle est vraiment super intéressante, cette, cette émission, comme la plupart, mais je pense que celle-ci est très importante par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Donc, alors, on va juste écouter le début et je vais épiloguer derrière. Juste la présentation. Et après, il y a... France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Quel drôle de mot que celui de mœurs dans la langue française. Il vient du latin mos, moris au pluriel, qui désignait des conduites ordinaires, habituelles. C'était un mot latin qui ne comportait aucune appréciation positive ou négative a priori. Autrement dit, il permettait d'évoquer aussi bien des comportements capricieux, malfaisants, en tout cas jugés comme tels, que des attitudes estimables. Précisément, il confiait à la morale le soin de donner les critères pour juger les moris. En français aussi, les mœurs recouvrent des conduites qui ne sont pas a priori condamnées ou appréciées. Cependant, le pluriel, les mœurs, suggère aussi un tout, une chose globale, léguée par l'histoire, que les philosophes examinent parfois comme telle.
De cet ensemble, les mœurs, faut-il a priori se méfier, interroge-t-il, tant y règne préjugés et coutumes peu réfléchis, fruits d'une histoire certes, mais nous savons que l'histoire est toujours un peu celle des dominants ou des vainqueurs. Ou bien, demandent encore les philosophes, faut-il au contraire, à défaut peut-être de meilleure boussole, accorder aux mœurs le plus grand respect, elles qui résistent au temps, accueillent les changements lentement et donc peut-être sagement, révélant ainsi la singularité d'un peuple, voire son caractère. Faut-il critiquer les mœurs sans jamais rien leur céder a priori, tant elles manquent de fondements vraiment légitimes, et faut-il encourager un pouvoir politique capable de leur tenir tête et parfois de les briser par la loi, ou bien faut-il voir en elles un ordre spontané, bien plus complexe et sage que ces normes voulues par quelques-uns et s'imposant en surplomb? C'est ce débat qui va nous occuper cette semaine dans une série consacrée aux mœurs et au sort que les philosophes leur réservent. Pour commencer, ce matin, nous évoquons une tradition de pensée qui a beaucoup de tendresse pour le spontané dans la vie des humains et notamment dans les comportements économiques. C'est une tradition de pensée qui craint les interventions abruptes et trop sûres de leur bon droit par le pouvoir politique et par la loi. Je veux parler de la tradition libérale. Mais celle-ci n'a-t-elle pas cependant tendance à nier les dominations sociales présentes dans les ordres spontanés? Riche réflexion en perspective pour ce premier épisode de cette série sur les mœurs. Pourquoi les libéraux font-ils tant confiance aux ordres spontanés? Voilà. Eh bien, donc, pourquoi oui? Eh bien, tout simplement parce que ça les arrange. Parce qu'en définitive, le pouvoir, le système libéral ne veut pas d'entrave. Alors, c'est comme ça que l'humanité se construit pour une grande part. Voilà, ça, c'est clair qu'il y a l'énergie, que ça entraîne une certaine énergie. Donc, dans la créativité, ça élimine un peu tout ce qui pourrait brimer en réalité le système dominant, le système entrepreneurial, on va dire. Et comme certains peuvent le dire, toutes les grandes choses se sont faites justement parce qu'il y avait cette liberté de pouvoir créer. En même temps, même dans la contrainte, même en n'accordant pas complètement toutes les libertés, en cadrant le maximum, c'est par exemple ce qui s'est passé dans les 30 Glorieuses, la créativité, elle était à son comble. Elle était extrêmement intense. En France, entre les années 50 et les années 80, la créativité a été inouïe. Et voilà, des entreprises sont montées au zénith, Michelin, etc. Des créations ont été vraiment intenses. Les créations sociales d'abord, et donc qui contraignaient en réalité les chefs d'entreprise à avoir un comportement envers leurs employés le plus exemplaire possible. Il n'y avait pas, voilà, l'abus était pas vraiment toléré. Et ben, ça n'a pas empêché qu'on a créé à ce moment-là le Concorde, le TGV, le téléphone était au zénith, l'électricité, voilà, on a créé des centrales, on a travaillé sur l'atome, etc. Et tout ça était avec un État extrêmement fort, un État extrêmement présent, un État qui gérait complètement ces entrepreneurs, ces dominants, qui leur réclamaient de payer des impôts convenables, largement convenables, pour que l'ensemble de la société puisse travailler. Et on se rend compte que la période qui a suivi, c'est-à-dire la période du néolibéralisme,
où la liberté était beaucoup plus intense, beaucoup plus grande. Les entreprises ont fait ce qu'elles voulaient, elles pouvaient délocaliser, elles pouvaient mettre la clé sous la porte, elles ont commencé à dire il faut travailler plus pour le même salaire parce qu'on est en compétition avec les autres. Enfin bref, toutes les stratégies qui ont fait qu'on a fait des êtres humains corvéables, on a ramené une sorte de nouveau petit esclavage sans que ça soit, bien entendu, l'équivalent de l'esclavage du 19e siècle, ou des ouvriers. Et enfin, tout ce qui a pu être rogné au niveau des acquis sociaux l'a été. Donc, un système libéral absolument abusant. Hein. Et on voit à quel point c'est détestable. Ça dévalue complètement l'état de bonheur d'une nation. On n'a jamais été aussi malheureux que depuis que nous sommes dans cette ultra-libéralité du libéralisme qui en fait ne concerne qu'un petit nombre. Et je pense que c'est un mécanisme obligatoire. Si on laisse la liberté, si on laisse, voilà, dans ce village, par exemple, un village comme celui-ci, 1500 habitants, on laisse la liberté à chacun de s'affirmer. On arrive tout de suite sans qu'il y ait sans que l'État ne soit vraiment présent, ou très peu, voilà. Pas de contraintes, pas de gendarmes, pas d'interdits, etc., etc. Et bien, on arriverait rapidement à un système où le principe mafieux, où le principe s'imposerait. Voilà. Donc, on est dans un système comme ça. Le libéralisme tel qu'il s'est imposé depuis les années 90, depuis la chute du mur de Berlin, a stimulé à bloc les systèmes mafieux qui ont profité sur tous les plans. Hein, dès que, voilà, comme il y avait moins de surveillance des choses, l'argent était distribué un petit peu comme ça, et on peut le voir dans tous les pays qui arrivaient à la liberté de façon brutale, spontanée, en sortant d'un modèle où l'État était tout puissant. D'un seul coup, il se retrouvait dans un modèle d'ultralibéralisme, et là, c'était l'empire des mafias qui prenait le pouvoir. Derrière une l'oligarchie qui gérait les mafias, qui pillait le peuple. En réalité, la pyramide se faisait comme ça. Et on est dans un système à peu près comme ça, globalement, dans le monde. Et même dans les pays les pays africains, les pays asiatiques. Peut-être l'Asie est le seul endroit qui a réussi à s'épargner cette... peut-être, je ne connais pas assez, mais peut-être que c'est les seuls parce qu'ils sont restés dans un système plus ou moins autocratique, c'est-à-dire que l'État a la main mise malgré tout quand ils voient que la liberté n'est pas féconde. Ils ont goûté à la liberté, ils ont vu que ce n'était pas ce qu'il fallait, et à ce moment-là, l'État revient et pose tout un tas de limites, etc., et fait une sorte de retour à l'ordre. Ce retour à l'ordre, quoi qu'il arrive, même les sociétés néolibérales sont obligées de le faire. On voit bien que les États-Unis, après avoir abandonné le peuple à son sort pendant des années, a essayé de trouver des clés pour gérer ce problème mafieux qui s'était imposé de partout dans la rue, où le peuple, justement, c'est le peuple qui souffre dans ces cas-là. Et on le voit dans les pays comme la Colombie, où il y a eu des moments où ça a été la guerre civile, carrément. Les mafias ont totalement pris le pouvoir grâce à ce néolibéralisme qui ne voulait pas, justement,
imposer, qui pensaient qu'il ne fallait pas imposer de règles, etc. Donc ça ne marche pas. Sans ces règles, ça ne marche pas. La société a besoin d'être cadrée, et les dominants surtout. Le peuple, à la limite, il serait plus ou moins le moins abuseur, le moins abusant. Il est le plus fraternel. Il est par nature plus fraternel. Il s'intéresse moins à la compétition. Son plaisir, c'est d'être, voilà, c'est la fraternité, l'amitié, le, le goût de vivre, la joie de vivre, les rencontres entre amis, voilà, le temps libre, les promenades, voilà, les fêtes, etc., etc. Donc, si on ne lui impose pas ces valeurs, et d'ailleurs ce néolibéralisme a amené des valeurs que la société, les peuples n'avaient pas du tout envie. D'un seul coup, il a fallu rentrer dans les carrés VIP en boîte de nuit, suivre les modèles qu'on nous bassinait à la télévision, voilà, alors que le peuple n'était pas du tout dans ces valeurs-là. Simplement parce que l'oligarchie ayant pris le pouvoir, c'est des pouvoirs narcissiques. Donc ils ont mis des narcissiques dans ces émissions. Une grande partie des émissions dans les télévisions privées étaient animées par des mentalités narcissiques qui disaient, voilà, mon modèle, c'est le mieux, c'est comme ça, il faut devenir des élites, devenez riche, rentrez, voilà, etc. Et c'est là où on voit que ça a même perverti complètement la façon dont le marché s'est comporté. D'un seul coup, celui qui avait un petit commerce et qui, dans le temps, faisait essayait de faire le meilleur pain possible, avoir le meilleur accueil possible, recevoir, etc. Il avait son petit rythme, son but n'était pas de devenir millionnaire et de passer voilà, de suivre l'ambition que le marché lui proposait. À l'époque des émissions de Bernard Tapie, c'était caractéristique. Ce type d'idéologie, devenez des winners, etc. Devenez milliardaire, quoi, pour arriver à une vie comme celle de Bernard Tapie. Mais quel était l'intérêt de quelque chose comme ça? Bien sûr, on peut continuer à dire, ben oui, c'était exceptionnel, et évidemment, mais ça ne correspond pas à ce que la majorité humaine doit suivre. On ne doit pas donner ce type de valeur à l'ensemble humain, en réalité. C'est une parfaite erreur. On doit accepter qu'il y ait des Berlusconi, des Bernard Tapie, de ces grands entrepreneurs qui vont passer leur temps à faire des millions, etc. Tout ça, oui, ok, il n'y a pas de problème. Et donc, qu'ils profitent de ce luxe pour vivre dans le luxe pendant la période où ils sont dans cette activité. Mais ça ne peut pas être des valeurs à donner à l'ensemble humain. L'ensemble humain n'est pas... Qu'on les laisse faire, qu'on accepte, comme dans les années 70. Comme dans les années 60-70, ben, ces milliardaires, ils existaient, les Dassault, les Michelin, etc. Mais ils avaient leur vie, évidemment, ils jouissaient de leur truc, mais ils n'étaient pas donnés comme modèles. Les modèles de l'époque qui étaient donnés, c'était l'abbé Pierre, c'était sœur Emmanuelle, sœur Teresa, c'était ceux qui pensaient en termes de valeurs. C'était les musiciens de l'époque, leur truc, c'était d'aller en Inde, de voir un peu comment le Mahatma Gandhi vivait, voilà, chercher les valeurs. On était dans un système où l'argent n'avait pas pris, l'argent, le pouvoir, toutes ces choses-là, n'étaient pas arrivées à quelque chose d'aussi central.
Et si c'est devenu central, c'est parce que nous avons accepté de croire, de croire encore à l'ordre spontané, que en laissant toute la liberté, donc les libéraux n'ont de cesse, à chaque fois qu'ils le peuvent, dès qu'ils ont la toute-puissance, quand le communisme est tombé et que le libéralisme s'est retrouvé tout-puissant, d'un seul coup, eh ben les libéraux sont repartis dans la même idéologie qui est absolument mortifère et qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. En laissant la liberté, c'est un système où la majorité souffre, la majorité est pompée, l'argent il est toujours le même, mais si dans les hautes, si l'élite thésaurise de plus en plus d'argent, ben, ils sont obligés de le prendre à un certain endroit et c'est le peuple qui le donne. Donc ça sort du peuple pour monter. Alors au final, évidemment, le peuple, moins il a de l'argent et plus il est dans la spiritualité et plus il s'intéresse à autre chose, puisque s'il voit que on lui donne des valeurs, devenez tous Bernard Tapie, mais c'est impossible. À partir du moment où ils font leur burn-out, ils passent sur un autre modèle et ils disent c'est peut-être c'est complètement absurde. On sort de ça et voilà, je passe à autre chose. Voilà. Donc, où m'a conduit cette première écoute du libéralisme? Voilà, je vais arrêter là. Si vous pensez que, on voit une meute là qui c'est ça, c'est le gâteau, il est là et le système prédateur est là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, c'est curieusement, mais c'est le seul moment où on a ramené, y a pas, j'ai pas un véritable avis là-dessus, mais on a réintroduit les prédateurs en disant qu'il fallait absolument protéger les prédateurs. Alors, certainement qu'ils ont un rôle, mais comment? Et ça, c'est typique de ce néolibéralisme. Par exemple, en France, on avait écarté tous les grands prédateurs, les loups et les ours. Et donc, on décide que c'est quelque chose qu'il faut réintroduire. Il y a des raisons, certainement, derrière ça, profondes et importantes. Mais pourquoi on ne s'intéresse pas au traumatisme qu'il y a dans un troupeau de moutons? C'est le peuple, hein, c'est ça. Hein, dans un système démocratique, c'est lui qui est souverain. C'est lui qu'on doit choyer, c'est pas les dominants, justement. Et justement, le néolibéralisme privilégie les dominants, évidemment. Et donc là, on protège bien sûr qu'on commence à protéger un petit peu les troupeaux, mais comment ça se fait qu'on n'a pas de pensée pour les 200 moutons qui deviennent fous de peur, de terreur, devant une meute de loups qui rentrent la nuit dans leur enclos ou qui les chassent, ou un ours ou quoi que ce soit. Pourquoi on n'aurait pas de pensée pour ce qui symbolise le peuple, c'est-à-dire les non-carnivores, les herbivores, les moutons? Pourquoi on ne pense pas? Pourquoi il n'y a pas de pensée là derrière sur cette chose-là? Et ça, c'est caractéristique de ce moment. C'est vraiment symbolique quelque part. J'avais réfléchi un petit peu à ça, mais c'est vraiment symbolique, cette idée que ça correspond à notre moment, à un moment où les prédateurs sont encensés et les proies, le peuple, est négligé en réalité. Voilà. Et là, c'est vraiment symbolique aux États-Unis, où on voit des rues entières où des gens vivent dehors dans des tentes, dans des conditions complètement abandonnées, négligées par un système
qui symboliquement, parce que c'est les représentants les plus fondamentaux du peuple, on va dire, c'est les plus souffrants. C'est eux qu'une démocratie devrait travailler en premier, devrait soigner, devrait aider, une vraie démocratie devrait commencer par aider les moins favorisés, les plus défavorisés du peuple. Et donc c'est bien la preuve que ce néolibéralisme est absolument a inversé, nous a sortis du système démocratique pour passer sur un système oligarchique. Et l'avenir le démontrera, tout ça. C'est évident et l'avenir le montrera de façon claire et précise. Voilà, je vous remercie pour cette deuxième vidéo. On continue sur notre petite lancée. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous pensez que ça le mérite et de vous abonner. Merci, à bientôt.